Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Poliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Parce que sortir de sa zone de confort passe aussi par le voyage et par un tour du monde, Pauline, créatrice de contenu, nous raconte son aventure en couple. Thaïlande, Singapour, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, USA. Pauline me raconte les coulisses de ce grand voyage. Meilleurs souvenirs, ce que cela a changé en elle, ou encore le retour compliqué lorsque l'on revient à la réalité. Bonjour Pauline. Salut. Je suis super contente de t'interviewer sur le podcast pour un sujet sorti de zone de confort à travers le voyage. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien déjà, merci beaucoup Laura de m'avoir invitée sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Alors moi, du coup, je m'appelle Pauline et j'ai un blog en fait. J'ai commencé avec un blog il y a maintenant presque 8 ans. Donc je suis sur les réseaux depuis tout ce temps, donc Instagram, Twitter, Facebook, et puis j'ai un blog qui est à la base lifestyle, mode, etc. Ça fait 8 ans que je fais ça, que je partage un petit peu ma passion sur les réseaux, et puis ça fait 3 ans que c'est devenu mon job à temps plein. Voilà, donc après, en effet, on va aborder par la suite la thématique du voyage parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, ça a beaucoup évolué, mais grosso modo, voilà depuis combien de temps je fais ça, quoi. Ok, canon. Et au départ, quand tu as créé ton blog, donc il y a 8 ans, tu étais en poste, pour quelle raison en fait tu as voulu créer ce média ? Alors en fait, j'étais en stage de fin d'études, j'avais pas de travail, j'arrivais dans ma dernière semaine de stage et en fait je me suis rendu compte que malgré des études qui pour moi étaient passionnantes, j'ai fait des études de publicité, de communication, j'avais en fait la sensation que j'étais pas vraiment à ma place et que j'étais plus passionnée par les réseaux sociaux, mais que finalement j'y connaissais pas grand-chose et je me suis dit c'est l'occasion de me lancer, j'ai plus de travail, j'ai plus rien entre guillemets, je vais être en recherche d'emploi, d'un premier emploi. Je me suis dit, c'est l'occasion peut-être de me former toute seule sur autre chose avec les réseaux sociaux qui n'étaient pas du tout ce que c'était aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de formation encore. En tout cas, c'était le début. Et donc, je me suis lancée avec mon blog, je me suis lancée avec Instagram et puis avec Facebook, et puis après effet boule de neige, finalement c'est très très formateur, même au début on en apprend quand même énormément sur le digital. Et si je ne me trompe pas, lorsque tu as démissionné pour te consacrer entièrement à la création de contenu à ton compte, tu étais chez Zmiroff Communication. Tout à fait, j'étais dans cette agence, j'étais dans cette agence et je suis partie parce que de toute façon mon job justement
justement sur les réseaux mon job d'influenceuse. J'aime pas ce terme et j'aime pas me qualifier comme tel, mais bon, il faut bien appeler un chat, je dirais. C'est le terme qu'on lui donne en tout cas. Mais ce job-là me prenait vraiment trop de temps pour être à 100% et dans mon job d'influenceuse et dans mon job chez Zmirov. J'arrivais plus à être à 100%, c'était pas possible de faire les deux. Et donc voilà pourquoi je suis partie. Entre autres, puisqu'après, il y a eu le projet Tour du Monde qui est arrivé quelques mois après. Donc, de toute façon, c'était la fatalité, entre guillemets. Ouais. En octobre 2018, tu décides donc avec ton copain de faire le tour du monde après donc quelques années sur tes réseaux. C'est aussi, je dirais, moi qui te suis depuis pas mal de temps, aussi le point de départ de ton positionnement finalement voyage. Déjà, quel était ton profil de petite voyageuse? Est-ce que tu voyageais beaucoup avec tes parents et après ensuite quand tu as grandi dans ton adolescence, jeune adulte? Alors j'ai toujours été une grande voyageuse. Pour le coup, j'ai toujours été très habituée avec mes parents à partir loin, à partir longtemps. On a fait je garde des souvenirs de super beaux voyages, que ce soit en Thaïlande. Un de mes plus beaux voyages avec eux, on est parti 3 semaines en itinérance à Cuba, par exemple. Tu vois, je garde vraiment des beaux souvenirs, en tout cas, de mon enfance voyageuse entre guillemets. Et puis après, eux nous ont toujours poussés à voyager, c'est-à-dire que très jeune, tu vois, je suis partie en famille d'accueil aux États-Unis. J'avais même pas 15 ans, on est parti 2 mois avec ma sœur en famille d'accueil aux US pour apprendre l'anglais. Moi, j'ai fait un Erasmus en Norvège. Après, j'ai fait un stage à Los Angeles. Entre-temps, j'ai fait d'autres séjours linguistiques quand j'étais jeune. Donc, en fait, ils nous ont toujours poussés à partir, à voyager. Donc, j'ai toujours un petit peu baigné dedans, entre guillemets. Et puis après, je dirais que ça s'est poursuivi, ça s'est accentué, notamment avec mes expériences professionnelles. La première en Norvège où je me suis dit que j'étais bien quand j'étais pas forcément chez moi, que j'avais envie de faire d'autres choses, de partir à l'étranger. Ensuite, c'est pour ça que j'ai choisi de partir à Los Angeles où là j'avais un vrai job, c'était un stage, mais pour moi c'était une vie quand même active. Et puis voilà, je me suis dit j'ai envie de continuer. Et puis en fait voilà, encore une fois l'effet boule de neige qui fait que tu crées les opportunités en fait en ce sens-là, je dirais. Bien sûr, évidemment, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et quand tu as décidé de faire ce tour du monde donc avec ton chéri, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble et est-ce que vous en aviez déjà en fait parlé? Est-ce que c'était un projet sur la liste? Moi par exemple, j'ai un bébé de 20 mois et je sais qu'un jour on a envie avec mon mari de faire un tour du monde. On en parle depuis longtemps. Voilà, on attend le moment pour se lancer. Toi, est-ce que voilà, c'était un projet sur lequel voilà vous parliez beaucoup? Oui, alors du coup, en effet, quand j'ai rencontré Thomas, je lui ai tout de suite fait part de mon envie de partir à l'étranger. Au début, j'arrivais pas vraiment à la définir. Je savais pas si j'avais simplement envie de voyager ou si j'avais envie de travailler, de m'installer et de vraiment avoir une vie de salarié ailleurs, de chercher un job, etc. Mais en tout cas, il en a toujours été question à partir du moment où je l'ai rencontré et on a eu cette idée justement de partir ensemble vraiment très peu de temps, je dirais peut-être ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, on commençait même pas et on commençait à en parler, à se dire voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et puis voilà, en fait, finalement, à force d'en parler, on s'est dit, pourquoi pas. Et d'un grand voyage à la base où on s'était dit peut-être qu'on partira 2 mois quelque part, ça s'est transformé en tour du monde pendant 8 mois, quoi. Donc, on l'a toujours évoqué. D'accord. Et combien de temps en fait il s'est passé entre le moment où vous vous êtes dit ok on va faire le tour du monde, c'était devenu plus concret, et le moment finalement où vous êtes partis? Alors ça, c'est pas vraiment défini. Alors nous, c'est un peu particulier parce que ça s'est fait en fait de façon ultra naturelle, c'est-à-dire on avait une date de départ, mais on avait une date de départ parce que Thomas devait quitter son job, etc. Mais on s'est pas dit dès le début, ok, il va nous falloir 2 ans pour le préparer ou 1 an pour le préparer, tu vois. En fait, c'est en parlant, on savait qu'on allait le faire, mais je dirais que il s'est passé entre guillemets,
je saurais même pas te dire. En fait, à force de discussion, ça s'est fait naturellement. Et un jour, Thomas m'a dit, écoute, là, c'est bon, c'est le bon moment pour partir. Je peux prendre un congé sabbatique à partir de telle période. Et en fait, voilà, ça s'est fait, quoi. Et ton entourage, ils vous ont soutenu dans cette démarche? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Après, voilà, c'est vrai que je pense que quand tu dis à tes proches, on veut partir faire le tour du monde, je pense que ça a un côté un peu tellement rêveur qu'on se dit bon, ok, c'est un projet, mais bon, ça va peut-être pas se réaliser tout de suite, tu vois. Et donc peut-être que au début, ils l'ont peut-être pris un petit peu à la légère. En nous disant ah bah ce serait super, mais en pensant pas que ça allait être vraiment à effet immédiat, quoi, tu vois. Et en fait non, tout le monde était super content pour nous et c'est vrai que ça impressionne quand tu dis ah je pars faire le tour du monde. En général, ça impressionne les gens. Alors que nous, on était hyper sereins. Pour nous, c'était juste un long voyage et puis tout allait bien se passer, quoi, tu vois. Et ton copain, du coup, il a fait un congé sabbatique et quand vous êtes rentrés, en fait, c'était la possibilité pour lui de reprendre son taf, tout simplement. Exactement, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Et toi, est-ce que tes projets, donc tu t'étais déjà lancé à ton compte, donc est-ce que tu as eu des inquiétudes par rapport à ton boulot? Alors en fait, moi, je suis très YOLO dans la vie. Je m'inquiète pas vraiment de ce qui peut se passer. Je me dis que je retomberai toujours sur mes pattes. J'ai pas eu peur. J'avais envie de faire ça à ce moment-là, et je me suis dit, on verra bien ce qui lancera à mon retour. J'ai pas eu peur parce que ça fait quand même un petit moment aussi que je suis dans ce milieu-là. Que voilà, c'est vrai que les contacts entre guillemets, je les ai. Certaines attachées de presse sont devenues mes amies. Du coup, j'ai quand même gardé un lien pendant tout ce temps avec mon mode de vie, enfin pas avec mon mode de vie, mais j'ai quand même gardé un pied dedans de loin, en voyant un petit peu ce qui se passe et en gardant contact avec les gens. Mais voilà, non, je me suis pas du tout inquiétée de la suite. Je savais que quoi qu'il arrive, si ça allait pas être ça, ce serait autre chose. Et puis de toute façon, à ce moment-là, je savais même pas si j'allais vouloir rentrer, continuer de faire ce que je fais. Tu vois, je me suis dit, écoute, on verra bien, vis le moment présent. Et puis, ouais, tu t'es laissé porter. Je me suis laissé porter. Ouais. Et alors? Pas d'inquiétude. Ouais. Jamais. Et comment vous avez choisi donc vos destinations? Donc comment ça s'est passé l'organisation en fait finalement de ce tour du monde? Alors, comment s'est passée l'organisation? On a fait le point sur les destinations qu'on avait envie de découvrir et à partir de là, on a essayé de trouver un fil rouge, c'est-à-dire voilà, de voir de visiter entre guillemets plusieurs pays par secteur, si je puis appeler ça comme ça. Mais en fait, voilà, on a simplement fait une liste de pays qu'on aimerait visiter, en priorité, bien entendu, parce qu'on peut pas tout faire. Et puis, voilà, on s'est mis d'accord sur certaines destinations qui bloquaient un peu aussi chez l'un et chez l'autre au départ, tu vois. Donc, on a aussi fait des concessions sur certaines choses. Mais je dirais qu'en fait, c'est une liste d'envies avant tout. Et budgétairement parlant, comment aussi ça s'est passé? Est-ce que vous aviez une grosse somme d'argent que vous aviez économisé, enfin, ce que vous avez pris dans vos économies, de combien vous avez eu besoin aussi pour ces 8 mois? Alors, oui, alors pour le coup, on avait tous les deux des économies de côté. Et puis après, comment le budgétiser? Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas fait un tour du monde classique, c'est-à-dire la plupart des gens qui partent, enfin la plupart, non, c'est pas la plupart, chacun a sa façon de voyager, mais c'est vrai que quand on parle de tour du monde, les gens partent en sac à dos, un peu YOLO, on verra ce qu'on fera sur place. Nous, on a fait un tour du monde où on s'est quand même fait un petit peu plaisir, tu vois. Donc oui, on a fait des économies avant, sans non plus se priver parce qu'on continuait quand même de voyager même en organisant le tour du monde. Mais voilà, c'est une question aussi de priorité au quotidien dans les dépenses, quoi. Et est-ce que tu avais réussi à nouer des collabs, des partenariats sur place? Est-ce que ça a été aussi le but pour toi de travailler en fait par ces collaborations quand tu étais dans les pays? Alors justement,
Pas du tout. À la base, je ne voulais aucune contrainte, aucune collaboration. Je voulais même plus continuer, tu vois, mon job. Moi, les marques avec lesquelles j'avais eu l'habitude de travailler avant de partir étaient bien prévenues, comme quoi pendant ces 8 mois, je ne travaillerai pas, je ne serai pas joignable. Et voilà, ça c'était clair depuis le début. J'avais pas envie de m'imposer des contraintes, donc tu vois, j'avais pas vraiment fait de collaboration avec les hôtels, avec les destinations. J'en ai eu quelques-unes, notamment une, je crois que j'en dois en avoir eu une ou deux que je suis allée chercher parce que je travaille en étroite collaboration avec le groupe Accor, et donc on a beaucoup travaillé avec eux, notamment en Polynésie. Tu vois, parce que la Polynésie, pour le coup, c'est vraiment une destination qui coûte extrêmement cher. Et à glisser comme ça dans un tour du monde, c'est quasiment, je dirais pas que c'est impossible, mais quand tu veux bien en profiter, faire de beaux endroits, etc. C'est le budget d'un tour du monde presque. Donc tu vois, voilà, à ce moment-là, oui, on a fait des collaborations parce qu'on est quand même resté 1 mois, et j'ai eu l'opportunité de le faire avec de très beaux hôtels du groupe Accor qui se trouvent sur place. Donc voilà. D'accord. Pour qu'on ait un petit sum-up des destinations que tu as faites, si tu pouvais nous les rappeler. Ouais, alors on a commencé avec une escale à Dubaï et ensuite on est parti en Asie. On a fait la Thaïlande. On devait faire le Cambodge, mais moi malheureusement je suis tombée malade. J'ai été hospitalisée en Thaïlande et ça a pas mal retardé les choses. Et donc du coup l'Asie a été un petit peu, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. On est parti ensuite à Singapour. On a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et les États-Unis avec Los Angeles, New York. Et comment vous avez choisi vos activités une fois sur place? Alors, quand on doit choisir des choses à faire, alors j'adore regarder les comptes Instagram des offices de tourisme. Parce qu'on découvre de jolies pépites, que ce soit des endroits un peu insolites, des visites, des balades ou même des hôtels un peu sympas. J'aime beaucoup, il y a certains comptes Instagram qui sont très très bien tenus et donc du coup j'aime beaucoup regarder. Je regarde énormément sur en ligne. Alors des blogs pas vraiment. Parce que justement, je cherche à faire d'autres choses et à sortir un petit peu des sentiers battus. Mais il y a un site que j'aime énormément qui est le site de Voyageurs du Monde. Et je trouve que c'est très bien fait pour les itinéraires, notamment sur les villes, sur les choses à voir, sur les expériences. Je trouve que c'est sympa. Voilà, je me renseigne globalement comme ça. Un petit peu sur Pinterest aussi, sur les endroits un peu sympas, les restos, j'aime beaucoup. Pour la photo, on s'est pris de passion. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je fais ça, mais Thomas, qui par exemple, tu vois, n'avait pas du tout de compte Instagram avant de me rencontrer, a développé cette passion de la photo, du voyage, etc. au fur et à mesure et à force de travailler avec moi. Enfin, quand je dis travailler, du coup, de m'aider sur mon contenu de temps en temps. Et finalement, en fait, on a tous les deux on partage en fait cette passion commune maintenant, qui fait que lui aussi a beaucoup l'œil pour les photos, voyages, etc. Donc ils m'aident quand même pas mal sur ce point. C'est pas facile de se retrouver donc avec son amoureux, voilà, lors d'un voyage. Enfin voilà, on l'a vu dans totalement un autre cadre avec le confinement où il y a eu beaucoup de séparations parce que c'est pas facile tout simplement d'être tout le temps ensemble. Toi, comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu as des astuces pour que ça se passe bien finalement pour voyager en couple? Alors pour nous, ça s'est super bien passé et je n'ai pas d'astuce particulière parce qu'en fait on n'avait même pas de rituel où on se disait allez une fois par jour, je sais pas, on prend une demi-heure chacun de notre côté, ou j'ai pas ce genre de petites astuces parce que nous pour le coup on était collés, c'est vraiment le mot parce qu'on vivait dans un van, etc. On était vraiment H24 ensemble. Quand on faisait du sport, on le faisait ensemble. Quand on faisait les courses, on les faisait ensemble. Enfin, tout le temps, on faisait tout ensemble pour le coup et ça a super bien fonctionné. Après, je dirais que ça dépend des couples, mais en tout cas pour nous, c'est comme ça que ça a marché. En revanche, et ça, je sais qu'on va aborder le sujet après, c'est au retour que ça a été plus compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, je savais pas que tu voyageais dans un van. En fait, vous avez fait toutes vos destinations. En fait, vous avez à chaque fois pris la route dans un van. Non, du tout. C'était juste en Australie et en Nouvelle-Zélande. Non. D'accord, ok.
Et sinon, vous étiez dans des hôtels classiques. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et toi, est-ce que tu as changé, enfin, est-ce que tu avais par exemple des a priori justement sur des pays comme Dubaï et que tu as changé d'avis par la suite en les découvrant? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises ou au contraire des mauvaises surprises? Alors oui, pas mal. Typiquement, tu vois, c'est un peu Thomas qui m'a forcé la main sur la Nouvelle-Zélande. Lui, il avait vécu 1 an, donc il connaissait bien. Moi, je ne connaissais pas. Et j'avais pas spécialement envie d'y aller pour la simple et bonne raison qu'avant ce tour du monde, j'étais pas du tout, et je l'assume, j'étais pas du tout une fille nature. Pour le coup, vivre dans la nature me faisait peur. J'avais jamais fait de camping, tu vois. Donc vivre dans un van, vivre dans une voiture H24, moi, j'avais posé mon veto directement. Je lui avais dit, mais moi, ce sera pas possible. Même si j'en ai envie, je m'en sentirais jamais capable. Enfin, pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone de confort et j'allais pas y arriver, quoi. C'était pour moi presque insurmontable. Je me suis dit, mais je veux pas me retrouver en pleine nature comme ça pendant 1 mois à vivre dans un van en Nouvelle-Zélande, sachant qu'on aurait fait l'Australie aussi juste avant en van. Je me suis dit, ça va être trop long, ça va pas le faire. Et puis tu vois, je suis sortie de ma zone de confort et finalement c'est un des pays que j'ai préféré. Et aujourd'hui la van life, demain tu me dis va vivre 1 an dans un van, j'y cours, quoi, tu vois, vraiment vraiment. Donc il y avait cet a priori là. Pour Dubaï, j'avais des a priori, mais pour le coup, ils ont été vérifiés parce que en allant à Dubaï la première et même la seconde fois, tu vois, c'est une ville que j'ai pas du tout aimée. Et j'en ai parlé sur les réseaux. J'ai pas aimé tout simplement parce que j'ai pas compris la ville. Je l'ai mal appréhendée. Je pense que c'est un voyage quand tu connais pas qui se prépare, par exemple, parce que beaucoup de choses sont privées. Tout est payant. Il faut le savoir. Tous les restos, enfin moi en tout cas quand j'y suis allée la première fois, tous les restos étaient complets. Enfin pour nous c'était un enfer, on n'a rien pu faire. Et donc c'est pour ça que je te dis c'est une ville que j'adore, enfin que j'ai adorée parce qu'en fait j'y suis retournée là au mois de janvier en visitant un Dubaï complètement différent et en faisant les choses différemment et j'ai adoré et là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et ma communauté l'a ressenti aussi parce que je n'ai eu que des retours positifs d'ailleurs sur ce voyage alors que Dubaï c'est quand même une destination qui est très controversée normalement. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi qui vis, enfin moi pendant 1 an, oui, j'ai pas 1 an aimé, quand donc ça a même. été très long. Bon après, ouais, en fait, il y a eu le Covid et tout après, donc c'était un peu compliqué. Mais même en y vivant, enfin c'est très compliqué. Et moi, il m'a fallu 1 an pour appréhender vraiment la ville. Et Et ouais. maintenant, j'adore. Parce que je pense que quand on s'y expatrie, même ça met beaucoup de temps à Ouais, comprendre le mindset, à comprendre vraiment les codes et tout ça. Mais après, c'est génial quand on a compris ça, quoi. Mais d'accord. Et est-ce que tu as eu d'autres surprises négatives ou positives? L'Australie, je voulais pareil. C'est un pays que je voulais pas spécialement découvrir. Pour moi, c'était très français, très touristique. On l'avait déjà vu, trop vu. Ça m'attirait pas particulièrement. Et l'Australie a été, et j'en parle encore aujourd'hui sur les réseaux, et ma communauté le sait, l'Australie a été vraiment un énorme coup de cœur sur tous les points. C'est un pays dans lequel aujourd'hui je fais tout pour essayer d'aller y vivre une partie de l'année parce que tu vois c'est un pays qui chaque jour me manque, j'ai la boule au ventre quand j'y pense. Ça a été vraiment une très belle surprise parce que j'en attendais pas grand chose et j'avais une fausse idée en fait de ce que c'était, ou en tout cas une idée
très réduite par rapport à tout ce que l'Australie a à offrir, tu vois. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ton voyage Une anecdote pas très drôle, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure quand je suis au tout début du coup avec notre premier pays qui a été la Thaïlande. J'ai été hospitalisée dès les premières semaines parce qu'en fait j'ai attrapé la dengue. J'ai attrapé la dengue et c'était franchement pas drôle. En plus, il y a plusieurs degrés de dengue. Et moi, c'était quand même assez grave et c'était particulier parce que c'était, tu vois, les symptômes, quand j'ai commencé à avoir des symptômes, c'est des symptômes que je connaissais pas du tout et je me suis jamais de ma vie sentie aussi mal. Mais vraiment, à croire que j'allais mourir, quoi, tu vois, genre. Donc, obligée de m'hospitaliser pendant une semaine, etc. Donc ça, après, tu restes malade encore pendant 3 semaines. T'es fatigué, t'es dans un état d'épuisement total. Tu peux pas prendre le soleil. Enfin, c'était pendant 1 mois, j'étais mal, et c'était vraiment au début. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui j'en rigole, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas drôle. Ouais, je comprends tout à fait. Ça devait pas être évident. Quel conseil tu donnerais aux voyageurs ou aux couples qui voudraient tenter l'aventure d'un tour du monde? De surtout se lancer, d'y aller, que on a l'impression, alors après en fonction de notre état d'esprit, on se dit tour du monde, on a l'impression que c'est quelque chose d'immense, voilà. Mais en vrai, quand on a l'habitude de voyager, voilà, on prend juste un billet pour aller à l'autre bout du monde et puis après, advienne que pourra. Mais moi, je trouve que c'est la plus belle expérience de vie qui puisse être. C'est une expérience vraiment qui enrichit, qui ouvre l'esprit sur beaucoup, beaucoup de choses, sur le côté humain, culturel et même sur la planète parce qu'on prend conscience de tellement, tellement de choses. Et pour moi, c'est le seul moyen d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, éviter de rester focus sur sa petite personne, sur son quotidien. C'est pas du tout négatif ou péjoratif ce que je dis, mais c'est vraiment s'ouvrir aux autres, au monde et puis se rendre compte de ce qui se passe ailleurs. C'est tellement enrichissant pour moi. Il y a pas meilleure école. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, toi? Alors moi, à titre personnel, ça m'a complètement changé. Je suis plus du tout la même. Tu prends Pauline avant le tour du monde, Pauline après. Je suis plus du tout la même sur beaucoup de points. C'est plus des aspects de ma personnalité, tu vois, où mon entourage voit un vrai changement d'état d'esprit. Je suis beaucoup plus positive. Je relativise sur énormément de choses. Voilà, au quotidien, j'essaye de relativiser sur tout. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est plus un nouvel état d'esprit que j'ai adopté, mais sans forcément m'en rendre compte, tu vois. Plus de bonheur. Je me sens beaucoup plus épanouie. Voilà, c'est très personnel comme expérience, mais en tout cas, moi, ça a changé beaucoup de choses. Même dans mes capacités d'adaptation, tu vois, sur mon ouverture, sur mes opinions, sur plein de choses. Et comment tu as vécu le retour? Parce que au bout de 8 mois, vous avez décidé de rentrer, puisque justement Thomas reprenait son job et que vous aviez prévu les choses comme ça. Toi, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport au fait de rentrer? J'avais pas du tout envie de rentrer. Pour moi, c'était vraiment super dur. J'avais pas du tout envie de rentrer, même si je suis très très proche de ma famille, de mes amis, etc. Je ne ressentais pas le manque. J'étais tellement bien là où j'étais. J'avais la sensation d'avoir enfin trouvé ma place. Je voulais quitter Paris absolument déjà depuis des années. C'est pour ça que je voyageais autant. Et en fait, j'appréhendais vraiment le fait de rentrer parce que je me suis dit mince, là, je me sens vraiment bien où je suis. J'ai un questionnement permanent depuis que je suis rentrée de me dire mais en fait, c'est pas ici que je dois être, quoi, tu vois. Je parle de pays, hein, pour vivre ma vie, pour évoluer. Je me sens très bien, il y a pas de souci, mais c'est juste en termes de pays et d'état d'esprit. Voilà, c'est vrai que c'est une remise en question constamment sur la qualité de vie, le mode de vie. C'est très dur parce qu'on remet beaucoup beaucoup de choses en question. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de rentrer et de retrouver leur quotidien, mais moi, c'était pas mon cas. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus compliqué au retour? Déjà dans le couple, ça a été très compliqué
Tu vois, on évoquait tout à l'heure le sujet parce qu'en fait, nous pour le coup, on était vraiment dans une bulle, comme je te disais, pas de conflit, enfin, il y a rien qui n'allait pas, quoi. On vivait vraiment un bonheur, mais une plénitude, mais totale pendant ces 8 mois, sans conflit, sans contrainte, sans rien. Et déjà, le fait de rentrer, Thomas qui retrouve son travail, moi je reste libre, donc je peux faire un petit peu ce que je veux, mais Thomas à ce moment-là qui retrouve son travail, ses habitudes, au bout de même pas une semaine après être rentré, ça a été super dur à gérer, toutes les contraintes du quotidien, tous les problèmes, enfin tout, en fait, tout ce à quoi on fait face tous les jours. Et on s'en rend pas forcément compte parce que voilà, c'est rentré dans la routine d'un quotidien, quoi. Et ben tout ça on l'avait pas, on l'a retrouvé et ça a été très dur. Et donc, comment vous avez fait pour retrouver cet équilibre? Comment tu as fait, toi, pour réaccepter, en fait, ta nouvelle vie à Paris? Donc, un endroit où comme tu le dis, tu te sens pas forcément bien, enfin, pour y vivre. Et ben, en fait, justement, j'ai un peu fui le problème, entre guillemets, parce que moi, je suis repartie, en fait. Je suis repartie, du coup, de par mon travail, mon job, le fait que je revenais d'un tour du monde, etc. Tout de suite, j'ai été sollicitée beaucoup plus qu'avant sur des voyages, et puis surtout le fait que maintenant ce soit mon job à temps plein et que je n'ai plus aucune contrainte, je pouvais accepter tout ce dont j'avais envie, si tu veux. Et moi, mon envie, c'était de voyager encore et toujours. Donc, je suis repartie, en fait. J'ai un peu fui justement ce sentiment-là en repartant sur des plus petits voyages, tu vois. Quand je dis plus petits, c'est sur des courtes durées. Mais en rentrant, moi, j'ai énormément voyagé, mais du coup seule, sans Thomas. Donc avec des copines, pour le travail, etc. Et ça a été ma façon à moi de me dire, ok, si j'arrive à gérer ma vie comme ça, en voyageant très souvent, je veux bien être à Paris et construire ma vie à Paris, mais il faudra que j'ai l'occasion de voyager souvent, sinon je ne vais pas tenir. Ouais, bien sûr. Et Thomas, lui, il le comprenait, ce besoin et cette envie de voyage, ou ça a créé des conflits? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, enfin bien sûr, avant le Covid, que tu passes pas mal de semaines du coup à l'étranger sans lui. Comment il le vivait, lui? Alors, il l'a toujours compris parce qu'il a toujours compris mon travail, il a toujours été content pour moi, ça n'a jamais été source de conflit, de jalousie, enfin, il y a jamais eu de choses malsaines ou malveillantes entre nous à ce sujet-là. En revanche, lui, forcément, il avait les mêmes envies que moi, mais il pouvait pas les réaliser. Mais ça, malheureusement, c'est à cause de son travail, entre guillemets. Voilà, quand on est salarié d'une entreprise, comme chaque personne, on peut pas faire ce qu'on veut. Et je pense que le fossé s'est un petit peu creusé à ce moment-là parce que moi, j'étais libre, en fait. J'étais libre de faire ce que je voulais quand je le voulais et je me pose pas 1000 questions. Donc, si j'ai envie de partir à ce moment-là, je le fais. Et donc, du coup, pour lui, ça a été un petit peu compliqué, je pense, à gérer à ce moment-là parce que, forcément, il me voyait partir et puis lui rester là, quoi. Donc voilà, c'est difficile de trouver cet équilibre, de se dire si je reste, je suis malheureuse, et si je pars, peut-être que voilà, ça a créé en fait un déséquilibre à ce moment-là, oui, qui a été difficile à gérer. Et avant de finir par les petites questions que je pose toujours en fin d'interview, quel est ton plus beau souvenir de voyage? Mon plus beau souvenir, ça a été une nuit en Nouvelle-Zélande où on a fait en fait du camping sauvage autour d'un lac qui s'appelle le lac Pukaki, qui est absolument magnifique, turquoise. Et là, t'es tout seul parce qu'il y a personne. T'es tout seul dans ton van, dans la nature, avec la plus belle nuit étoilée, pas un bruit, pas une lumière, juste le reflet de l'eau. Et ça, pour moi, c'était mon plus beau souvenir pour plusieurs raisons, parce que déjà, on était dans un paysage qui était absolument magnifique, vraiment une peinture, enfin c'était surréel. Et en plus de ça, à ce moment-là, je me suis dit ok, non seulement je suis sortie de ma zone de confort, mais en plus pour moi, j'avais trouvé une nouvelle zone. Je réalisais que j'avais trouvé une nouvelle zone de confort qui était justement cette vie en van. J'ai pris conscience à quel point j'aimais ça, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment mon moment. Il y a un moment, voilà, qui m'a bouleversée, sur lequel j'ai ressenti énormément de choses, d'émotions. Et d'ailleurs, j'ai quasiment pas dormi cette nuit-là, tellement c'était un bouleversement pour moi.
Très bien. Merci beaucoup. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview pour connaître un petit peu plus mon invité. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement. Faire du sport. J'ai pris l'habitude, justement, avant j'étais en club de sport et j'ai pris l'habitude avec le confinement de faire mon sport à la maison et je n'ai jamais autant aimé faire du sport, faire mes petites sessions sport qui font que je me sens bien, et puis un équilibre aussi alimentaire. Moi j'aime bien manger, contrôler tout ce qu'il y a dans mon assiette. Je fais attention, mais je fais pas attention pour pas grossir, parce que si j'ai envie de manger une pizza ou de la pâte à tartiner, je le fais, mais c'est plus pour me sentir en forme, pour booster mon énergie. Enfin voilà, j'aime bien vraiment me faire de belles assiettes, bien manger. Et puis après, c'est un équilibre de tout, quoi. Appeler ses proches, ses amis, adopter un état d'esprit positif, toujours relativiser, toujours se lever le matin en disant voilà, qu'on a de la chance de cette nouvelle journée qui se présente et qu'il faut voilà, toujours se booster, croire en soi. Enfin voilà, c'est vraiment tout un état d'esprit à adopter, que moi j'ai adopté au quotidien depuis justement que je suis rentrée de tour du monde. Ta plus grande peur? Prendre les mauvaises décisions. Ma plus grande peur, c'est de me réveiller dans 1 an, 2 ans, 10 ans et de dire à ce moment-là, j'aurais dû faire ça, et regretter une décision. Ça, c'est vraiment ma plus grande peur. Tes citations préférées? Mes citations préférées, alors j'ai pas une citation préférée, en tout cas comme ça, qui me vient en tête, mais tous les matins je poste une citation d'un livre, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Catherine Rambert. Je poste ces petites citations tous les matins, qui sont les pensées philosophiques ou les petites pensées du bonheur, parce qu'elle a fait plusieurs livres, et je poste ça tous les matins, et c'est vraiment des pensées qui me boostent et qui me parlent, et qui parlent aussi beaucoup à ma communauté, qui font beaucoup réagir. Donc j'aurais pas une citation à te donner, mais je dirais plutôt plusieurs petites citations positives comme ça tous les matins, qui boostent une journée. D'accord. Tes livres préférés? Alors là, il y en a un qui me vient en tête, c'est Les 4 accords Toltec. Qui est un livre qui est très connu, qui est très connu, mais c'est mon livre préféré, c'est mon livre de chevet, c'est le livre que j'ai lu, relu, je lis certains passages, je corne quelques pages, voilà, c'est vraiment le livre qui régit un petit peu mon état d'esprit et qui je pense devrait être adopté par chacun, parce que pour moi c'est vraiment une des clés du bonheur, quoi, en termes de positivité et ouais, je dirais que c'est celui-ci mon livre préféré. Et ma question rituelle du podcast que je pose à tous mes invités, ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement. Je parle beaucoup de zone de confort, mais pour moi c'est ça, c'est sortir constamment de sa zone de confort, ne jamais rester dans sa zone de confort, parce qu'il se passe finalement pas grand-chose. Et donc pour moi c'est ça un petit peu la définition du risque, c'est prendre des décisions, c'est penser différemment. Merci beaucoup Pauline pour cette interview. Merci à toi Laura, avec grand plaisir. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode.